Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être venus ce soir pour notre autre conférence autour de Nicolas Fouquet. Ce soir, nous allons parler de l'influence de Nicolas Fouquet sur les productions même de cette maison, de la Monnaie de Paris, à travers deux domaines, celui des jetons et celui de l'art de la médaille. Alors, on est très heureux ce soir d'avoir avec nous à nos côtés Béatrice Coularé, qui est docteur en histoire de l'art, spécialiste de l'art de la médaille, qui a consacré une grande partie de ses recherches à la médaille au XIXe siècle, mais pas seulement, et qui a rejoint l'équipe de la Monnaie de Paris, à la direction des patrimoines et à la conservation, il y a une année maintenant. Et Dominique Antérion, qui, après une formation d'historien de l'art et une formation à l'École des hautes études en sciences sociales, a tracé l'axe de ses recherches autour du jeton historique, et qui nous parlera des jetons de Monsieur Fouquet, de la famille Fouquet. Donc Béatrice Coularé, Dominique Antérion, bonsoir, merci d'être là. Alors Béatrice Coularé, vous allez nous parler de Francesco Bertinetti, un artiste étonnant, un artiste au service de Nicolas Fouquet, un artiste dont la vie retentit comme un épisode tout aussi romanesque que celle du surintendant des finances. Qui est cet homme Bertinetti? Quels sont ses liens avec Nicolas Fouquet? Que pouvez-vous nous en dire en introduction pour un petit peu dresser le premier portrait de cet homme? Merci Victor de m'accueillir dans ce cycle de conférences. Donc effectivement, vous parlez de Francesco Bertinetti, et pour moi un moment important parce que c'est un artiste qui mérite qu'on lui accorde une place juste et honnête dans le milieu artistique de la seconde moitié du XVIIe siècle. Alors déjà, pour vous parler un petit peu de la vie de ce personnage, vous allez découvrir au fil de cette intervention qu'il a une vie absolument rocambolesque. Mais enfin, commençons par le début, et donc par son enfance déjà. Alors Francesco Bertinetti, né à Ostie, près de Rome, vers 1630, 1640. Là, les archives ne sont pas, je dirais, très disertes sur le sujet. Et donc, il naît dans une famille bourgeoise bien établie. Alors très vite, il grandit, on s'aperçoit qu'il a un don pour le chant, et donc cela lui donne la chance de pouvoir entrer comme enfant de chœur dans la maîtrise de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome. Là, il va avoir la chance de poursuivre ses études gratuitement, et avant ses 20 ans, il va pouvoir entrer dans le chapitre de chanoine de cette même basilique, et il va pouvoir, quelques années plus tard, donc soutenir honorablement donc ses thèses de théologie et de philosophie. Donc c'est un personnage qui a des capacités intellectuelles, des capacités donc artistiques, et notamment pour la musique aussi, pas uniquement pour le chant. Donc il pratique le luth, la guitare, la basse-viole. Donc le chant, la musique sont deux domaines qui lui importent énormément, mais pas seulement, puisqu'en fait, il a aussi la chance d'avoir un don inné pour le dessin et le modelage. Et cela aura évidemment sur sa vie future un impact déterminant. C'est un artiste donc, qui est bien armé du côté des arts libéraux. C'est déjà quelque chose d'assez intéressant pour l'art de la médaille, intellectuel s'il en est, vous y reviendrez. Et dans le panorama de cette vie très romanesque, il y a un moment de rupture, de plonger dans le romanesque encore davantage, pourrait-on dire? Absolument. Donc tout va basculer au moment où en fait le jeune homme va tomber amoureux d'une jeune fille, et notamment c'est la fille d'un avocat, un avocat célèbre de Rome et qui s'appelle Borromei. Alors évidemment la jeune fille n'a pas que Bertinetti pour prétendant, et là ça va singulièrement se compliquer, puisqu'en fait évidemment Bertinetti demande la main de la jeune fille à son père qui refuse. Il va évidemment très mal le prendre, il va décider avec certains sbires de s'attaquer physiquement à un des prétendants de la jeune fille, et par malheur, il le tue. Alors évidemment, ça ne va pas s'arranger, et donc du coup, il va devoir fuir. Alors adieu le chant, adieu la musique dans un premier temps, et donc il quitte Rome. Il passe donc par la ville de Lorette, il fait un tour à Ancône, il va se promener à Bologne, et puis finalement il décide de poser ses valises à Venise. Et là, ça va devenir extrêmement intéressant parce que, justement, il va pouvoir rencontrer un personnage déterminant, et notamment donc un membre de la famille Fouquet qui est ambassadeur donc à Rome. Donc là-bas,
il va pouvoir rentrer dans les cercles de la haute société et se refaire, on va dire, peau neuve, d'une certaine façon. Donc là, progressivement, ce personnage qui est quand même à l'aise en société va se faire apprécier donc de cet ambassadeur, la famille Fouquet, et cet ambassadeur va confier progressivement quelques petites missions d'écoute, d'espionnage. Et cette activité semble plaire visiblement au jeune homme qui, évidemment, avec son talent, va réussir comme ça à être extrêmement efficace. Et donc, il va avoir la possibilité de faire une mission en France, et c'est comme cela qu'il va pouvoir entrer en contact donc, avec Nicolas Fouquet. Et là, évidemment, beaucoup de choses vont arriver. Alors que se passe-t-il justement? On est loin encore de... Les sources nous disent encore très peu de choses sur Francesco Bertinetti et la médaille. Par contre, nous savons, la chronique de la vie de Bertinetti est riche sur les missions qui sont celles que lui octroie, enfin que lui concède, que lui confie Nicolas Fouquet. Quelles sont ces missions et en quoi sont-elles si particulières et en quoi décrivent-elles si bien une grande proximité entre les deux hommes? Alors en fait, Nicolas Fouquet donc, a besoin de renseignements, évidemment, pour faire avancer ses affaires, qui sont multiples, variées et tentaculaires. Et donc, évidemment, Francesco Bertinetti, qui a cette facilité de communicant, va très vite se faire apprécier de Fouquet. Et donc, ce dernier va lui confier, évidemment, plusieurs missions, en effet, diplomatiques et de renseignement, donc à l'étranger, à Cologne, notamment peut-être qu'il aura l'occasion de rencontrer Mazarin. Enfin, ça, en tous les cas, on peut le supposer. Et puis, quand il rentre, il va pouvoir justement se voir confier une mission importante très proche de Fouquet, c'est qu'il va devenir son premier secrétaire. Donc en tant que premier secrétaire, on peut donc imaginer que Bertinetti a accès aux informations sensibles du surintendant. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Aux informations sensibles, il y a une chose qui nous intéresse nous directement par rapport à cet axe qu'on essaie de déployer tout au long de ces conférences, l'influence de Nicolas Fouquet sur le développement de l'art français et les collections de Nicolas Fouquet. Alors comment justement Francesco Bertinetti peut-il influer sur cette question? Alors les archives ne sont pas très, je veux dire, ne parlent quasiment pas des activités artistiques ou d'intérêt autour du collectionnisme qu'aurait pu avoir Bertinetti près de son maître. Mais toutefois, il paraît évident qu'ayant cette proximité avec son maître, ils ont forcément échangé sur la question. Et donc, les sources disent que néanmoins, Fouquet lui aurait confié la mission de garde des collections. Alors, quelle est la mission d'un garde des collections au XVIIe siècle? Eh bien, c'est évidemment de dresser des inventaires des objets précieux et autres, donc faisant partie de la collection du maître, de les classer, etc., de préparer éventuellement une publication pour catalogue. C'est ça, le travail de garde de collection. Nous n'avons aucune preuve de cette activité. Il est vrai qu'au moment de la chute de Fouquet, des inventaires seront dressés, évidemment, sur ses biens, et il s'avère qu'aucune liste réalisée de la main de Bertinetti n'a encore été retrouvée. Ce travail a été effectué donc, par d'autres personnes diligentées pour cela. Néanmoins, donc, bien évidemment, l'intérêt de Bertinetti pour les arts étant tel, bien entendu, ils ont échangé sur ces questions. Est-ce que Bertinetti a fait des propositions à Fouquet d'acquisition, etc. C'est tout à fait envisageable, même si, pour le moment, nous ne pouvons pas encore le prouver. Alors, en tant que premier secrétaire de Nicolas Fouquet, quels sont les avantages dont Francesco Bertinetti bénéficie et surtout, quelles sont les difficultés qui vont être celles de ce premier secrétaire au moment de la disgrâce du surintendant? Comment l'histoire se poursuit-elle de façon très romanesque encore? Alors, Bertinetti étant très proche de Fouquet, ça on le sait. Ce dernier, donc Fouquet, a des activités financières multiples et variées, très complexes. Donc il va acheter en fait l'office de payeur des rentes de l'hôtel de ville et il va confier cet office à Bertinet. Et donc ça va être un moyen pour Fouquet, évidemment, de placer encore ses pions un petit peu partout. Alors moi je me suis posé la question de savoir, bon certes Bertinet est quelqu'un
de très doué, etc. Mais avait-il des compétences particulières dans le domaine de la finance? Et ça, vraisemblablement, ce n'est pas évident. En tous les cas, ce n'a pas été prouvé. Mais bon, en même temps, on sait très bien qu'à l'époque, ce n'est pas non plus, je dirais, un élément déterminant. La compétence n'est pas forcément, je dirais, l'aspect le plus important. Enfin, en tous les cas, il s'avère que ça ne va pas forcément et malheureusement porter chance à Bertinetti, puisqu'au moment de la chute de Fouquet, eh bien entendu, il est entraîné dans sa disgrâce, et c'est vraisemblablement à cause de ses activités pseudo-financières, en fait. Bien évidemment, cela n'a rien à voir avec l'activité artistique que Bertinet avait auprès de Fouquet, ça c'est certain. Alors on le voit à travers tout ce que vous nous en dites, les sources sont riches, sont abondantes, les témoignages sur cette première vie de Bertinetti. Pour le moment, on n'a pas parlé de création médaillistique, on n'a pas parlé de création artistique de Francesco Bertinetti. Comment l'artiste renoue-t-il ou noue-t-il avec son domaine de prédilection, de création ? Alors, lorsque Bertinet est emprisonné, on peut donc, dès 1661, ou voire un petit peu plus tard, c'est-à-dire à la fin du procès de Fouquet, c'est-à-dire en 1664, enfin, en tous les cas, évidemment, pendant cette période d'emprisonnement, qui va quand même durer 8 années, c'est long, l'oisiveté, l'ennui sont là, bien sûr. Donc, Bertinet va quand même dessiner, demander du papier, des crayons, etc. Il va modeler, et ça, on peut le faire très facilement avec de la cire sur une ardoise. La mise, je dirais, en fabrication de ce genre d'éléments modelés n'est pas compliqué du tout. On peut très bien demander la possibilité d'avoir du matériel. Ça, c'est pas du tout un souci. Donc, il se met à créer, à modeler, et donc Bertinet décide en 1664, donc à l'issue du procès, de réaliser un médaillon à l'effigie de son maître. Donc ça, c'est une grande première, c'est absolument inouï. Bertinet prend un risque immense de réaliser un tel portrait, mais on sait, c'est un homme courageux, il va encore nous le montrer en fait, et donc il décide sur ce médaillon, évidemment, de représenter Fouquet avec la calotte et la simarre, de profil, les cheveux longs retombant sur les épaules, tel qu'on peut le voir, par exemple, quelques années plus tôt sur le très célèbre tableau de Lebrun. Et donc, il le représente, évidemment, les traits fatigués. Évidemment, Fouquet endure un procès depuis longtemps, c'est compliqué, il est éreinté, ses accusateurs sont absolument terribles. Donc bien entendu, Bertinet prend, je dirais, la liberté de représenter son maître tel qu'il est. Donc ça, c'est quand même, je dirais, très puissant, c'est très fort. C'est un hommage qu'il lui rend. Et donc, le but, c'est que ce médaillon sorte de la prison et qu'il puisse être ainsi diffusé. Donc, il y aura des exemplaires qui seront fabriqués en un certain nombre dont on ignore vraiment la quantité exacte. Mais donc, l'idée, c'est de ne pas oublier Fouquet et de rappeler donc à la postérité que ce fut et c'est encore un grand personnage. Et donc, il va signer son œuvre. Ça, c'est un acte aussi très fort et qui dénote la personnalité courageuse de Bertinet, mais oui. Oui, c'est une question qu'on allait vous poser. Jusqu'à présent, nous avions toujours dit Francesco Bertinetti, et vous avez prononcé à l'instant Bertinet. Bertinet, absolument, parce qu'il signe en français. C'est-à-dire qu'il revendique, je dirais, son attachement non seulement à son maître, mais aussi à la France. Et donc le fait de franciser son nom, c'est quand même un moment important. Et donc, dès 1664 et jusqu'à la fin, donc Bertinetti signe Bertinet. Et puis un élément que l'on va rencontrer parfois sur certains médaillons dont je vais vous présenter quelques images, il va surtout mettre un terme en latin, ex idea, qui signifie en fait que c'est créé de mémoire. Donc Fouquet a une capacité à représenter donc les personnes qui lui tiennent à cœur, qui l'aiment, de mémoire. Donc ça, c'est vraiment très très fort. C'est un des plus beaux hommages, peut-être artistiques, que Bertinet rend à Fouquet.
Alors nous sommes donc en 1664 et nous avons là le premier élément qui documente l'activité créatrice de Bertinet, de François Bertinet, qui le documente et qui fait véritablement symbole en 1664. À partir de ce moment-là, quand est-ce que Bertinet est libéré ? Et comment est-il libéré ? Par quel moyen obtient-il sa libération ? J'avance un petit peu en déclinant un axe de réponse possible, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Et donc, pendant sa détention, donc évidemment, ce premier portrait sort, est diffusé, mais évidemment, Bertinet ne s'arrête pas là. Et donc, il décide de portraiturer Louis XIV. Alors, il va s'y prendre d'une certaine manière. Il va demander à sa femme de rendre visite, d'aller à Versailles et d'apporter un présent au roi. Il s'agit d'un tout petit médaillon minuscule, mais traité d'une manière absolument virtuose et qui représente Louis XIV de profil. C'est tout petit et avec ce petit médaillon, évidemment, Bertinet remet aussi à son épouse un petit billet pour le roi. Voilà. Le roi reçoit ce présent inattendu, et là, visiblement, stupéfaction, ça lui a beaucoup plu. La cour également. Tout le monde est absolument sidéré sur la qualité artistique du petit médaillon en question. Alors évidemment, plusieurs questions se posent. Comment va réagir le roi suite à cela ? Finalement, il s'avère qu'il va prendre une décision très importante. Déjà, il va diligenter une commission d'enquête. Donc ces services vont enquêter sur l'état de la détention de Bertinet. Pourquoi est-il emprisonné ? Pourquoi ce personnage avec autant de charisme et de qualité artistique est-il là-bas à la conciergerie ? Alors il découvre un petit peu la situation et finalement, donc, il prend la décision, Louis XIV, de libérer Bertinetti. Donc ça, c'est un acte quand même assez fort. Donc grâce à l'art, grâce à cet acte insensé de faire un cadeau au roi, finalement, cela est tout à fait bénéfique. Et c'est un des éléments, je dirais, de la vie si étonnante de Bertinet, c'est que finalement, c'est un audacieux. C'est un courageux, il va de l'avant, il prend des risques, et puis finalement, c'est payant. Et donc le roi le libère, et en plus, il va lui octroyer une pension de 3 000 livres, qu'il augmentera plus tard, et qu'il passera à 6 000 livres. Donc ça, c'est déterminant, c'est vraiment très important. Le roi, évidemment, bien entendu, va récupérer, comme tous les artistes qui ont travaillé pour Fouquet, Le Nôtre, Lebrun, etc., évidemment, à son compte, tous ces grands artistes. Bertinet, lui, est un inconnu. Mais finalement, le roi lui donne une chance et lui permet effectivement de rentrer dans ce panthéon, aujourd'hui, des artistes qui ont fait sa gloire en même temps. Alors, vous évoquez le panthéon d'artistes autour de Nicolas Fouquet, leur travail suite à 1661 auprès du roi. Vous évoquez évidemment avec cette pension versée par Louis XIV à Bertinet le même sort qui lui est réservé, malgré sa proximité sans doute encore plus grande du fait de son emprisonnement. Alors, on a vu l'homme se dessiner, on a évoqué deux de ses œuvres fondamentales, en tout cas dans l'histoire ou même dans l'historiographie artistique, pourrait-on dire. Comment qualifier sa création, comment la mettre en contexte par rapport au reste de la création médaillistique de l'époque. Voilà, quel est le contexte, quel est l'art de la médaille au moment de Bertinetti. Comment Louis XIV le fait-il évoluer, quelles sont les caractéristiques du style de Bertinetti. Ce sont des questions encore auxquelles nous aimerions pouvoir répondre aujourd'hui. Est-ce que si vous... Alors, donc... Juste un petit rappel, vous avez ici cette première diapositive, justement, qui nous montre un très grand graveur français qui a eu une influence considérable sur l'art de la médaille, c'est Jean Varin. Je souhaitais montrer cette image déjà pour une très bonne raison, une hypothèse, moi, que je soulève, qui est effectivement, lorsque Louis XIV va recevoir ce petit médaillon minuscule offert par Bertinet, je me suis dit, voilà, finalement, peut-être que le roi s'est rappelé des séances qu'il avait avec Jean Varin, quand ce dernier
lui montrer les très belles collections de Monet, notamment détenues par son oncle Gaston, etc. Bref, et qui, justement, c'était un moment très important, très émouvant pour le roi. Et je me suis dit, tiens, finalement, peut-être que Louis XIV s'est rappelé ces moments, cette enfance passée avec ce grand artiste. Et c'est peut-être ça qui, on ne sait jamais, lui aurait donné peut-être l'envie de libérer Bertinet et de lui permettre de pouvoir s'exprimer librement. Alors ça, c'est un premier aspect. Je souhaitais vous montrer un portrait de Louis XIV tel qu'on l'ont représenté de grands artistes, Taille-Doucier, etc. Et là, notamment, vous avez un portrait de Robert Nanteuil qui illustre le roi, donc avec son regard, je dirais, saisissant, aigu. Exactement, sa perruque en armure, sa cravate. Donc ça, c'est un petit exercice de mémoire. Voilà, regardez bien comment on représentait donc le roi quand on était graveur, et notamment un graveur célèbre. Parce que vous allez voir, avec Bertinet, on va rentrer dans un art complètement différent, très saisissant et complètement à part. Et c'est ce qui fait vraiment de Bertinet, pour moi, un des artistes les plus étonnants de l'école française de l'art de la médaille indépendante. Pour en revenir donc au contexte, donc Jean Varin, comme je vous disais à l'instant, est un artiste essentiel qui est à la fois donc je dirais médailleur, mais aussi graveur en monnaie. Donc il maîtrise parfaitement la technique monétaire, médaillistique, et il s'exprime aussi dans un art d'une très très grande liberté à un moment où l'art de la médaille n'est pas encore institutionnalisé. Donc là, vous découvrez deux portraits où vous voyez le roi dans la force de l'âge, il est jeune, vous le voyez en armure, avec une chevelure, je dirais, libre, dans un mouvement comme ça, fier. Et donc, ça, Jean Varin a cette capacité à représenter toute la force du roi dans sa jeunesse, et notamment ce médaillon de 1665, à une époque aussi où le Bernin est en France, où finalement on apprécie énormément l'art italien. C'est quand même un moyen de montrer que bon, l'art de la médaille en France a beaucoup de qualité et que donc il est capable de faire preuve d'une très grande maîtrise. Je vous montre aussi un portrait d'un artiste que j'apprécie beaucoup, qui aura un rôle très important comme Varin et comme tant d'autres. Lorsque l'académie, la petite académie qui va permettre la création de l'histoire métallique de Louis XIV, ces artistes-là vont avoir un rôle important, et j'y reviendrai peut-être dans un instant. En attendant, je vous montre là un portrait d'un inconnu. C'est un portrait non daté, mais qui permet de découvrir un artiste intéressant, François Chéron, qui a lui aussi, d'une manière très libre, représenté donc, des personnages, et donc dans un mouvement libre, et donc vraiment très personnel. À gauche, vous avez un portrait réalisé, là, donc un portrait de Louis XIV, réalisé par un artiste que l'on connaît très peu, Loquet de Grandchamp, et qui, là déjà, sort un petit peu du cadre, je dirais, indépendant et plus personnel, et qui n'a rien à voir avec l'art de Varin ou de Chéron, et qui est déjà beaucoup plus baroque. Vous avez déjà beaucoup plus de mouvements, la perruque du roi, je dirais, dans un mouvement déjà beaucoup plus baroque, beaucoup plus fort. Et vous avez à côté, là, un médaillon de Bertinet, je dirais assez proche dans cette tendance baroque, forte et déterminée. Même plus forte, encore. Je vous montre cette image-là pour simplement vous signifier qu'à la même époque, en Italie, vous avez des artistes qui travaillent pour les grands princes, évidemment, mais aussi pour les papes, etc. Et des dynasties d'artistes comme la dynastie Amerani, qui, elle, évidemment, se trouve dans ce mouvement baroque italien. Mais tout ça pour vous montrer qu'en fait, par rapport aux diapositives que vous allez voir après, même les Italiens
ne développent pas un baroque aussi puissant, aussi mouvementé, tourmenté, aussi dynamique, flamboyant et je dirais complètement détonnant que celui de Bertinetti, en fait. Donc là, cet exemple-là, pour vous montrer qu'effectivement, c'est quand même assez riche, assez fort, les traits du visage sont quand même marqués. Là, vous n'avez ici, je dirais, aucun trait pour essayer d'embellir le personnage, pas du tout. On est quand même dans un baroque réaliste, finalement. Mais avec Bertinet, on est dans quelque chose de beaucoup plus personnel et avec beaucoup d'envolées. Alors l'intérêt de l'art de Bertinet, c'est qu'il, et fort heureusement, il ne se résume pas, je dirais, au fait de portraiturer le roi. Bien évidemment, il va aussi s'intéresser à d'autres grands personnages du royaume. Vous avez à gauche donc Michel Le Tellier, qui était donc chancelier du royaume. Alors là, il le représente évidemment âgé, les traits amollis. Et là, Bertinet ne se gêne pas. Hein, il n'hésite pas à montrer le personnage tel qu'il est. Et ça, c'est vraiment un des traits de sa personnalité. Alors, moi, ça m'a beaucoup frappé. Alors qu'en général, il représente le roi, je dirais, quand même un petit peu avec des traits qui l'avantagent. Bertinet ne le fait quasiment pas pour les personnes qui l'intéressent et qu'il souhaite représenter sur ses médaillons. Alors ainsi, évidemment, c'est pas forcément flatteur, mais c'est très réaliste. Et en même temps, c'est quand même intéressant d'avoir l'avis esthétique, stylistique d'un personnage comme Bertinet et qui n'hésite pas non plus à représenter la reine Marie-Thérèse d'une manière un petit peu étonnante, mais en même temps, voilà, c'est son choix. Alors, pourquoi pas ? Dans les années 1680, vous voyez, donc Bertinet donc, utilise un vocabulaire décoratif, je dirais, pas très étendu. Alors, soit ces médaillons sont, je dirais, cerclés de métal. Vous avez parfois un revers, parfois vous n'en avez pas. Quand vous avez un revers, en général, donc, ce sont des fontes en coquille. C'est extrêmement fin. Alors, il y a certainement plusieurs raisons. Le métal, ça coûte cher, certes. Et puis, néanmoins, il y a aussi des données techniques. Trop d'épaisseur, le retrait du métal peut, je dirais, engendrer quelques désagréments en surface et au niveau de l'épiderme. Quand on applique les patines, ça peut justement ne pas être très très réussi. Donc une fonte en coquille reste dans ces cas-là techniquement le meilleur rapport qualité-prix, j'allais dire. Alors soit effectivement il grave en creux la légende, soit cette légende est gravée directement sur la cire et là ça sort en relief, bon bref, soit il représente donc une couronne de laurier qui entoure donc différents types de moulures. Voilà, en fait, c'est pas très étendu, c'est toujours un petit peu construit de la même façon. Enfin, c'est sa marque de fabrique. Voilà. Et donc, en général, il est possible aussi de voir soit un anneau de suspension, une bélière, etc. Il était possible d'accrocher, de fixer sur des cadres munis de velours donc ces objets, ou soit de les laisser dans un médaillé, etc. Pardon. Voilà. Donc, en fait, l'art de Bertinet est un art complètement libre. Il n'est pas académique, ça vous l'aurez compris, et c'est vrai qu'à un moment où le roi, dès 1663, va décider d'institutionnaliser, de créer une galerie métallique pour mettre en avant sa politique, ses faits d'armes, en mobilisant donc une académie qui va gérer donc cette galerie, en faisant appel à la fois à de grands poètes, Racine, Boileau, à de grands artistes graveurs, en demandant surtout à des dessinateurs, Sébastien Leclerc, et à d'autres comme Antoine Coipel, de réaliser des dessins donc déterminés en fonction donc d'un programme intellectuel et littéraire très précis. Donc évidemment, cet art très centré, on va dire, sur la personne du roi et sur ses
sur sa politique. Évidemment, Bertinet, lui, est complètement à part. Et c'est ce qui fait que, justement, le roi va apprécier, conserver dans sa collection ces médaillons. Et ces médaillons, donc, on les retrouve aujourd'hui au cabinet des médailles. Et ces médaillons ont été, je dirais, publiés dans des catalogues assez rapidement, en fait. Dans les catalogues de musées, notamment. Alors Béatrice Coularé, on se réjouit à l'avance de lire votre essai qu'on publiera dans l'ouvrage qui reviendra sur l'ensemble de ces conférences, et essai qui permettra de faire le lien justement entre ces sources très nombreuses et ces recherches d'archives que vous menez et qui restent encore à poursuivre pour éclairer dans toute son étendue ce phénomène Bertinetti. Merci beaucoup Béatrice Coularé. Alors, Dominique Antérion, des Fouquet et des jetons, c'est un titre relativement énigmatique déjà. Avec vous, à la différence de ce que l'on a fait pendant cette première demi-heure avec Béatrice Coularé, ce n'est pas tant à la question, dirait-on, beaux-arts, artistique, que l'on va s'attaquer, mais à la question d'usage, sur laquelle vous vous êtes déjà largement penché dans le cadre de vos recherches à l'EHESS, sous la direction de Robert Dessimon. Pouvez-vous nous en dire plus, nous dévoiler un petit peu l'horizon qui se dégage derrière ce titre un petit peu énigmatique des Fouquet et des jetons? Alors, de quoi s'agit-il? C'est vrai que derrière ce titre un petit peu énigmatique, l'idée est finalement aussi de faire part d'une part de l'angle de mes recherches, depuis mes travaux menés sous la direction de l'historien Robert Dessimon, donc à l'école des hautes études. Donc un angle de recherche qui finalement est assez adapté au phénomène et au cas jetonnier de Nicolas Fouquet, comme on va pouvoir s'en rendre compte. C'est aussi l'idée. Et vraiment, c'était l'occasion de rebondir là-dessus avec le cycle que vous avez organisé, de montrer que le jeton n'est pas seulement un objet iconographique, support de motifs qu'on peut retrouver sur la médaille ou autre, un énième support iconographique de l'abondante iconographique de Louis XIV. Mais que le jeton va au-delà de ça, que le jeton vaut réellement pour lui-même, en tant qu'artefact déjà d'une pratique qui est tout à fait caractéristique de l'Ancien Régime, et qui plus est, une pratique qui à cette époque-là, donc première moitié XVIIe siècle, est en pleine évolution. Et qui plus est, une pratique qui est assez mal cernée par l'historien contemporain. Donc c'est vraiment l'idée d'arriver à comprendre les dessous du jeton, et non pas du jupon. Alors pour cette soirée, nous avions regroupé vos deux conférences autour d'un même titre, les petits monuments métalliques de Monsieur Fouquet. Alors ce n'est pas une fantaisie de notre part, ce n'est pas une facilité de langage, c'est une donnée de l'historiographie. Pouvez-vous un petit peu nous éclairer ce que ça recoupe? Oui, en fait, les petits monuments métalliques, c'est une appellation qu'on retrouve fréquemment dans les textes du 19e siècle. Dès qu'on aborde en fait les préfaces d'ouvrages consacrés à la numismatique, on voit dans un ordre très précis citer les monnaies, les médailles et les jetons. C'est une sorte de podium en fait, des petits monuments métalliques, de façon de montrer en fait au 19e siècle que ces monuments-là sont des monuments à part entière, en dépit de leur taille, mais ils ont ce classement-là qui est important, la monnaie d'abord, la médaille, et puis le jeton. Et d'ailleurs, souvent, quand vous demandez à un numismate aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un jeton, il va vous répondre, c'est ni une monnaie ni une médaille. Voilà. Comme ça renvoie aux recherches à faire. Alors sur la définition du jeton qui va nous intéresser aujourd'hui, on ne pourra peut-être pas embrasser tous les champs de définition du jeton, mais justement par rapport à ce regard artistique que l'on a porté avec Béatrice sur la médaille, au niveau de l'usage, des usages sociaux du jeton, qu'en sait-on à l'époque de Nicolas Fouquet? Oui, alors c'est vrai que moi je ne suis pas l'artiste de la soirée, je suis celui qui justement est plus dans de la pratique très, très tactile et manuelle, à savoir, et je vais le montrer avec la gravure suivante, le fait que le jeton, si on devait résumer, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ce que je vais vous dire, mais si on devait résumer en quelques mots, je dirais que le jeton est un objet qui, entre la fin du 15e et le 19e siècle, même carrément, est passé d'un statut d'objet de comptabilité à un objet de sociabilité. Et ça, pour moi, c'est un point qui me paraît absolument essentiel si on doit résumer en simplement quelques mots. Alors, un outil de comptabilité, là, je vous montre notamment, donc vous voyez sur cette photo,
Donc sur cette gravure, cette confrontation du traditionnel calcul à l'abac que vous voyez représenté à droite, donc le jeton, en fait le principe du boulier, quoi, grosso modo, pour faire très très rapide, et puis le calcul algébrique qui commence à rentrer en concurrence avec le calcul traditionnel à l'abac, sachant qu'attention, cette concurrence, elle va perdurer longtemps, et encore au début du XVIIIe siècle, il y a encore des praticiens du calcul à l'abac. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un a besoin de procéder à une comptabilité, une restitution de compte, une reddition annuelle de compte par exemple, eh bien on reçoit un lot de jetons qui va vous permettre donc de faire votre compta en livres, en sous et en deniers par exemple, pour prendre le système monétaire. Donc ce sont des objets métalliques qui n'ont pas de valeur libératoire, qui n'ont pas de valeur intrinsèque non plus. Généralement, c'était souvent du cuivre ou même du laiton d'ailleurs. Il y en a de très très beaux. Et puis après, l'objet, plus particulièrement au XVIe, va devenir un objet plus spécifique du monde financier, en fait, avec les grandes institutions qui gèrent les comptes. D'ailleurs, je voudrais vous montrer, de façon à ce que vous disiez que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle une superbe époque, voilà les mécanismes institutionnels donc des finances de l'État sous l'Ancien Régime. Donc voilà, alors, on ne va pas résumer ça maintenant, parce que c'est extrêmement complexe. Aujourd'hui, tout est très très simple, même si ça peut vous paraître compliqué. À l'époque, les choses sont beaucoup plus difficiles à percevoir, et ce calcul qui se fait au jeton va totalement envahir toute la sphère des structures institutionnelles qui sont décrites donc dans l'arbre de Figon, puisque c'est l'arbre de Figon qui est représenté à gauche et qui a été une sorte de première arborescence en fait des systèmes financiers et administratifs de l'Ancien Régime. De fait, c'est un objet, le jeton, qui, avant même la monnaie, va devenir extrêmement courant et extrêmement abondant, parce qu'on en a réellement besoin, parce que le calcul algébrique ne pénètre pas partout dans le pays. Et c'est là que c'est important pour nous, gens de la monnaie de Paris, c'est que c'est un objet qui va également se développer à une période de forte invention et de fort bouleversement technique. C'est-à-dire à une époque où on passe progressivement de la traditionnelle frappe au marteau à la frappe au balancier, donc machine que vous voyez ici. En l'occurrence, le balancier qui est ici, de la toute fin du XVIIe siècle, est un balancier à jetons. Et ce balancier, quand il est arrivé dans les années 1550, j'explique juste la donne qui est importante. On va éviter de faire du hors-sujet, mais quand ce balancier arrive en 1550, on comprend très vite toutes les qualités qu'il présente par rapport à une frappe au marteau qui est irrégulière, des pièces pas trop rondes, pas de la bonne épaisseur, etc. Mais avec une corporation monétaire qui, elle, est quand même assez arc-boutée sur ses prérogatives, notamment la frappe au marteau. Ce qui fait que cette machine le balancier va être mis entre parenthèses, et on ne lui confiera que la frappe des monnaies de cuivre et des jetons. Tout ce qui est or et argent continuera à être frappé au marteau. Alors vous pensez bien que Jean Varin, dont Béatrice a parlé tout à l'heure, qui a été un très grand conducteur finalement de ce balancier, et puis qui va faire concevoir de très 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 nombreux jetons, des jetons absolument admirables, notamment pour le roi et les institutions royales. En quelque sorte, le jeton va s'entraîner sur l'objet jeton. Et parce qu'on frappe beaucoup de jetons, le balancier va beaucoup se développer. Et quand la réforme de l'écu et du louis va arriver à partir de 1640, c'est clair, le balancier est optimal. Maintenant, je ne dis pas que c'est parce qu'il y a eu les jetons que le balancier a progressé. La donne peut être aussi inverse. Parce que le balancier a progressé, la vogue des jetons a pu elle aussi se développer. En fait, je pense qu'on est quelque part entre les deux, l'un incrémentant l'autre et réciproquement. Et puis, en termes de quantité, les jetons étaient souvent remis par 100, d'où ces fameuses bourses qui étaient remises aux personnes. Et quand vous receviez cette bourse de jetons, qui vous le voyez ici par exemple, là, ce sont des jetons du 18e, donc ils sont en argent, mais au 17e il y a beaucoup de jetons d'argent, et ces jetons qui étaient remis par 100, une fois que vous aviez fait votre reddition de compte, vous les conserviez. Et à partir de là, vous en faites ce que vous voulez. Donc on est dans une libéralité. Parce que ce qu'il faut dire à ce moment-là, c'est que vous nous aviez parlé pour les premières époques de jetons de cuivre ou de jetons de laiton, en précisant que le matériau, le métal était un métal... Comptait peu. Comptait peu, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et c'est là aussi que réside la libéralité. C'est que le jeton peut être de métal précieux. Exactement. Et d'ailleurs, dans certains états de fabrication, on a même mention de jetons d'or qui ont été fabriqués. Alors c'est beaucoup plus rare. Disons que les plus abondants ont été frappés en argent. Et c'est
particulièrement vrai au XVIIe siècle et particulièrement vrai sur ces fameux balanciers qui vont entrer en usage et en fonction essentiellement sur le travail du jeton dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors, si vous voulez bien, on va peut-être faire juste une deuxième petite parenthèse, ouvrir une deuxième petite parenthèse par rapport au balancier, justement, et à notre précédente conférence autour de l'argenterie du Grand Argentier Fouquet, parce que ce balancier, il est mis au point, il est élaboré, il sert à un personnage très, très important, au premier orfèvre du roi de l'époque, qui est donc... Alors, Nicolas Delaunay, alors bien sûr que quand on parle des jetons, et notamment du balancier et des outillages jetonniers, on ne peut pas ne pas parler de Nicolas Delaunay. Alors c'est vrai que en plus Nicolas Delaunay est un personnage qui va par rapport aux... Alors je vais dévoiler un peu la suite, mais par rapport aux outillages que je vais vous montrer, en dresser même l'inventaire, ces balanciers, on les appelle d'ailleurs balanciers Delaunay. On a le petit et le grand, le balancier que je vous ai montré, donc qui est le balancier destiné donc à la frappe des jetons, hein, dont le corps est à peu près grand comme ça, et puis le balancier de médaille, encore plus imposant, qui est en fait la version supérieure en termes de taille, avec beaucoup plus d'hommes nécessaires bien sûr pour les manipuler et qui permet de frapper des diamètres beaucoup plus importants. Sachant que pour une médaille, enfin pour tout objet de nature monétaire ou médaillistique, c'est le diamètre qui pose le plus de problèmes. Ce n'est pas le matelas, ce n'est pas l'épaisseur, hein. Donc plus il y a de diamètre, plus il va falloir d'importance de la machine et de puissance développée par la vis et par le bras de la dite machine. C'est vrai que c'est un très très grand privilège, hein, que la Monnaie de Paris a de conserver les deux balanciers de Nicolas Delaunay, alors qu'ils n'ont pas tourné ici dans un premier temps, hein, bien sûr, hein, ils tournaient à l'atelier quand il était de la Monnaie des Médailles quand il était au Louvre. Enfin, ce sont deux pièces absolument sublimes, hein, vraiment, une collection exceptionnelle. Voilà. Voilà. Alors les premiers résultats de vos recherches d'étonnent par rapport à un objet qui est relativement peu connu, qui est relativement discret dans les textes. Voilà. Voilà. Vous avez parlé de libéralité. Qu'est-ce qui préside en fait à la frappe du jeton quelle est cette volonté première? Eh oui, alors justement, la volonté première, il faudrait être dans la tête de ceux qui sont les initiateurs. Et en fait, c'est toute la démarche en fait, du travail de recherche qu'on a engagé avec Robert Desimon il y a quelques années et qu'on va essayer de reprendre. Soit les textes peuvent parler. Alors là, on a déjà beaucoup travaillé là-dessus et finalement, les résultats s'accumulent, mais il va falloir synthétiser tout ça pour pouvoir vraiment faire part d'un résultat concret. Et puis, il y a aussi les jetons qui peuvent parler d'eux-mêmes, si tant est qu'on puisse en effet les analyser, eux et les outillages. Là, ça sera un travail de longue haleine. C'est vrai que les initiatives, on aura toujours un peu de mal dans un premier temps, tout du moins pour l'heure, à les comprendre et à les cerner. En revanche, il y a un point sur lequel il me paraît être important d'insister, c'est qu'il y a finalement deux grandes catégories de jetons. Il y a, là encore je résume, hein, il y a les jetons qui sont initiés par une institution, et qui ne sont pas caractérisés quant à leur récipiendaire, c'est-à-dire c'est le jeton de l'extraordinaire des guerres, c'est le jeton du trésor royal, etc., etc. Et puis, ma foi, vous recevez ces jetons-là par 100, généralement, dans ces bourses-là, donc très bien. Et puis, vous avez les jetons nominaux. Alors là, forcément, on est dans une démarche qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressante, parce que ces jetons nominaux, donc avec le nom d'un personnage, ça peut être des jetons nominaux, binominaux, trinominaux. Béatrice parlait tout à l'heure du chancelier. Alors le cas des chanceliers, les jetons de chancelier, alors ça c'est quelque chose d'absolument passionnant. Les jetons nominaux sont frappés pour un personnage. Et justement, ces jetons nominaux, il faut arriver à savoir s'ils ont été frappés pour un personnage par une institution ou s'ils ont été frappés pour un personnage par le personnage en question ou par un autre personnage. Vous voyez ? Donc c'est une enquête pour arriver à comprendre finalement qui crédite de tous ces jetons ceux qui ensuite vont les recevoir. Parce que le récipiendaire qui se fait frapper 10 cents jetons, donc 1000 jetons, c'est pas pour les garder pour lui. Donc là, dans le domaine de la libéralité, c'est très très prégnant. Et là, on va tout de suite rentrer, bien sûr, dans des notions très caractéristiques de l'Ancien Régime. Ce sont les notions du don, les notions du contre-don, du clientélisme, enfin, tous les travaux qu'Alain Guéry a fait sur ce sujet-là, et où les jetons se retrouvent totalement. Alors Dominique Antérian, justement, vous avez brossé le contexte de ces usages jetonniers au XVIIe siècle. Que dire des jetons de Nicolas Fouquet ? Alors, les jetons de Nicolas Fouquet, qu'en dire si ce n'est que Nicolas Fouquet a été sans doute un des plus grands jetonniers de l'Ancien Régime. Voilà,
Assurément, c'est une des choses les plus qui m'a sans doute le plus frappé. Avec au moins 11 jetons différents qui sont connus. Je dis au moins 11 jetons, 11 types de jetons différents, hein, bien sûr. Alors clairement illégal, où il surpasse même des gens qui étaient très préconisateurs de jetons à l'époque. Hein. Je pense à des Le Pelletier, les Gonzague, les Daillon, les Bailleul, les Chamillard. Donc il y a quand même des personnages qui avaient quand même pignon sur rue à l'époque. Hein, et je ne prends que les contemporains de Fouquet, qui étaient donc de grands amateurs de jetons, voire même grands initiateurs de jetons. Donc voilà, toujours cette question amateur, initiateur. Il faut qu'on arrive à franchir le pas pour savoir qui fait quoi. Alors c'est vrai que moi ce soir je ne pourrais pas trop vous détailler avec précision la genèse de chacun des jetons de Fouquet, principalement comme je vous l'ai dit parce qu'on n'a pas encore tous les éléments qui sortent de la tête et qui sont à l'origine de la volonté de Fouquet d'avoir engagé ces jetons. Et ça c'est d'autant plus vrai qu'en plus c'est par chaque cas, l'addition de chaque cas qu'on arrivera à comprendre la mutation de tout le phénomène en fait, hein, parce qu'on n'aura pas un manuel, on ne trouvera pas sur un manuel qui un jour nous dira bah voilà, manuel du parfait jeton du XVIIe siècle, il n'y a pas ça. Mais voilà, Fouquet a été grand jetonnier. Alors peut-on énumérer ces jetons? Alors, jetons frappés oui. Fouquet, par Fouquet, oui. Ici. Oui, bien sûr. Ici. Oui, Voilà. bien sûr. Mais alors, énumérer les jetons de Fouquet, ce serait faire un catalogue, ce serait vraiment se circonscrire à une bâche, les villes tâches. Alors, on va faire beaucoup mieux que ça. Je vais vous présenter les outillages que la Monnaie de Paris a le grand privilège de conserver. Et ça, autant des collections de jetons, on peut en trouver dans toutes les villes de France et de Navarre, plus ou moins belles, plus ou moins grandes, plus ou moins importantes. La Monnaie de Paris en a une, au même titre que d'autres institutions. Mais les outillages jetonniers, il n'y a que nous. J'insiste bien, soyons clairs. Alors en voilà un. Alors je remercie d'ailleurs un des personnels de la Monnaie de Paris, Jean-Marie Duvivier, qui a fait de et qui ne se dit pas photographe en plus, ce qui m'énerve parce qu'il fait de bien meilleures photos que moi, qui est à l'origine des très très belles photos que voici. Alors tout de suite, une petite précision, j'ai systématiquement retourné les photos, car ce sont des outillages. Donc si ce sont des outillages, tout le texte est forcément en creux et à l'envers. Donc histoire, vu l'heure, la fatigue, j'ai préféré inverser les photos. Donc c'est un outillage qui est un outillage, il faut l'imaginer que bien sûr il est dans l'autre sens. Donc nous avons en tout 8 outillages de frappe aux noms et aux armes des Fouquet. Et je dis bien des Fouquet, on y reviendra. Et ça, c'est un ensemble qui est à la fois unique, qui est absolument inédit. Et cet ensemble de 8 outillages s'intègre tout de même, on peut peut-être le préciser, dans un ensemble de plus de 4500 outillages jetonniers de l'Ancien Régime que conserve la Monnaie de Paris. Et qui constitue un ensemble, j'insiste beaucoup, mais qui est absolument unique au monde. Voilà, soyons clairs. Voilà. Après, est-ce qu'on peut mettre en relation Voilà, ces outillages à des jetons conservés, des jetons existants. Alors, ma réponse étant normand est oui et non. Mais vous allez voir, c'est pas seulement le normand, c'est celui qui connaît un peu la technique, et quand on la comprend, on répond forcément ça. C'est que pour frapper un jeton, il faut 2 coins. Donc là, vous en avez un, je vous en présenterai d'autres. Donc, de coins, les matrices. Or, les assemblages de coins, dans le jargon monétaire, on appelle ça des mariages de coins. Les assemblages de coins peuvent être multiples. C'est-à-dire, on peut assembler toutes sortes de coins les uns entre les autres. Donc, 8 coins. Alors, c'est à la fois beaucoup, parce que c'est beaucoup de coins conservés qui soient parvenus jusqu'à nous, qui n'ont pas été détruits, cassés, abîmés ou que sais-je encore. Mais en réalité, 8 coins, c'est très peu par rapport à tout ce que l'on peut envisager comme possibilité de combinaison et de mariage. Oui, alors justement, c'est beaucoup de combinaisons, on l'a compris. Vous nous avez parlé dans un premier temps du contexte jetonnier du XVIIe siècle, mais on n'a toujours pas la réponse de savoir pourquoi Nicolas Fouquet faisait frapper autant de jetons. Pouvez-vous répondre à ce pourquoi? Alors, je vais vous y répondre peut-être dans un second temps, avec le contexte, je dirais, notamment institutionnel et familial. Je voudrais juste vous montrer quelques outillages. Donc là, par exemple, vous avez... Sachez, vous voyez peut-être un numéro en haut. Alors, ces numéros sont les numéros de l'inventaire de Nicolas Delaunay. Parce que Nicolas Delaunay, qui plus est, a inventorié la collection de jetons, d'outillage de jetons. Donc, ça a été le premier récollement d'outillage jetonnier de notre établissement. Et il a créé un premier proto-musée dans les galeries du Louvre, Absolument. de grandes armoires de glace regroupant tous ces outillages. Tout à fait.
Voilà, et nous avons l'inventaire, enfin conservé aux Archives nationales, et Mazerolle a édité ça au début du XXe siècle, donc nous avons l'inventaire précis en fait de tous ces outillages. Donc les numéros, par exemple ici, le numéro 1733, c'est pas nous qui, au titre de la conservation, avons attribué ce numéro. C'est le numéro qui a été attribué en 1697 par Nicolas Delaunay lors de ce premier inventaire. Donc là, on touche même quasiment à une histoire qui est une histoire déjà pré-muséographique, hein, en quelque sorte. Donc là, ce jeton nous révèle la date de 1654. On y trouve le fameux écureuil des Fouquet, donc ces fameuses armoiries parlantes, hein, dont on dit d'ailleurs très souvent, je lis partout, que c'est du gallo. Alors, en langue bretonne, Fouquet, c'est pas spécifiquement gallo, parce que quand vous, en gallo, écureuil, ça se prononce chadetchur ou chadébouez, donc ça n'a strictement rien à voir. C'est en pays de Fougères, où vous avez le mot foutchette, donc qui donne Fouquet, parce que le Q se prononce che en breton, et ça vous le retrouvez aussi en Normandie, dans la région du Maine. Intéressant, Maine, la région de Durtal, les 9 moulins, donc on revient à ce que les deux premières conférences évoquaient sur la légitimité de la noblesse Fouquet. Et puis alors autour, la devise, hein, la légende, pardon, un conseiller ordinaire du roi en tous ses conseils. Et en fait, on sait que ce coin était marié à un autre coin, parce qu'on a des jetons qui existent, où on a l'assemblage donc, de ces deux outillages. C'est le 1736 de l'inventaire Delaunay, et qui reprend donc déjà cette légende, et avec, vous le voyez, la couronne comtale, donc là qui nous renvoie au vicomté de Melun, dont Fouquet s'était porté acquéreur en 1641. Je vous en montre quelques autres. Hein. Ça fait un peu catalogue là, mais c'est vraiment pour le plaisir des yeux, parce que là c'est tellement extraordinaire. Alors là justement nettement moins beau, mais pour le coup c'est pas conservé chez nous, donc ça tombe bien. C'est un jeton très très voilà. Mais là un jeton avec arme partie. Fouquet d'un côté et Belle-Assise de Castille de l'autre, donc une des épouses de Fouquet, parce que c'est un homme très très occupé, mais enfin il a quand même trouvé le temps de se marier 2 fois. Et ce jeton là, voilà, associe en fait la légende de Castille sur la partie droite et la légende, hein, quoi non ascadet, hein, mais jusqu'où ne montera-t-il pas, parce que c'est ça que le papa Fouquet avait initié en parlant de l'écureuil, hein, pas en parlant de Nicolas, mais jusqu'où ne montera-t-il pas l'écureuil au sommet de l'arbre. Enfin, Nicolas est bien monté, lui aussi. Et donc voilà, jeton donc, qui associe en fait là les deux membres du couple Fouquet. Donc c'est vraiment une affaire. Vous commencez à répondre à la question du pourquoi. Oui, un petit peu. Voilà. Alors ce château de Castille, si on passe à la diapo suivante, voilà. Alors super. Voilà, celui-ci là, regardez ça, c'est extraordinaire. Non mais faut quand même imaginer que c'est grand comme ça, quoi. C'est à peine plus grand qu'une pièce de 2 € en termes de surface, hein, de gravure. Et vous voyez l'agrandissement en plus qui a été fait par notre photographe. Vraiment, on a une perfection de gravure. J'aurais pu aussi vous montrer des poinçons. Parce qu'en fait, l'écureuil qui est là-haut n'est pas gravé à la main. Il est gravé sur un poinçon en relief, et le poinçon ensuite est embouti, enfoncé dans la matrice avant traitement thermique, avant trempe. Et les poinçons, nous les conservons aussi. Trop chic. Peut-être expliquer simplement, parce que je ne sais pas, enfin tout le monde ne le sait pas. Poinçons en relief et coins en creux. Voilà, et généralement les poinçons sont souvent des petites parties. Par exemple, nous avons les poinçons des petites tours sur lesquels sont posés l'écureuil. Donc ensuite, le graveur trace un poncif sur son outillage de façon à bien positionner son poinçon qui est en relief, et il procède à son emboutissage, à son enfonçage, pour obtenir ensuite l'élément en creux qui s'imprime à l'intérieur. Donc là, nous retrouvons la tour de Castille, donc relatif au mariage avec Marie-Madeleine, et puis le petit écureuil qui se trouve dessus. Il doit y en avoir un dernier. Alors je ne vous parle, je passe. Alors voilà, qui était donc très certainement. On connaît l'assemblage par des jetons associant le revers que vous voyez à droite avec le jeton, avec la matrice que vous voyez à gauche. Alors là d'ailleurs, matrice qui a dû bien servir, parce que vous voyez, il y a de la casse. Hein, et d'ailleurs, même la matrice du revers est en train de se fragiliser, hein, au niveau du moaltius. Alors Dominique Antérion, j'en reviens à ma question. Pourquoi un tel phénomène jetonnier autour de Nicolas Fouquet ? Il ne me lâchera pas. Et il a raison, parce que finalement, c'est ça l'intérêt de la recherche, c'est d'arriver à comprendre le pourquoi, finalement. Parce que les objets en soi, ont-ils seulement un intérêt ? Bien sûr, ils l'ont pour l'histoire de l'art, ils l'ont pour l'histoire de la technique, mais par rapport à l'histoire sociale, qui me tient évidemment beaucoup à cœur, parce que je m'étais rebranché sur ce cursus-là, le jeton a tout à fait sa place. Là, je vous montre juste ce dernier outillage, représentant ici, voilà, à nouveau les armoiries de Fouquet. Alors, en fait, la question contextuelle, d'abord,
Je vous remercie de l'avoir posée et d'avoir tant insisté dessus parce qu'elle n'est jamais posée. Donc elle a été posée 3 fois ce soir. Donc au moins, ça va rattraper tout le retard de siècles et de décennies de questions qui ne se sont pas posées sur cet objet-là. Et c'est vrai que dans le cas de Fouquet, elle mérite en fait doublement, voire même triplement d'être posée, pour une raison en fait assez simple, c'est qu'à la fois le terrain institutionnel et le terrain familial alimentent la production de Fouquet. D'abord, Fouquet, il a pu bénéficier de jetons et vivre avec des jetons par tous ceux qu'il recevait de par ses fonctions, notamment ses fonctions en tant que parlementaire. Même si les parlements n'ont pas été, notamment Paris, n'a pas été forcément un grand émetteur de jetons, mais tout du moins, le Parlement de Bretagne, avec lequel il était très lié, a été grand émetteur de jetons. Deuxième chose, la surintendance des finances, qui est... voilà. Question. Là, on se dit, mais de fait, est-ce qu'en tant que surintendant, il a frappé jeton ? Et là encore, la question mérite d'être posée tout à fait, parce que la pratique jetonnière, elle est parfaitement avérée chez les surintendants. Il n'y a qu'à prendre les prédécesseurs. Particelli, René de Longueuil ont été émetteurs de jetons. Vous prenez les successeurs qui vont tant tirer à boulet rouge sur Nicolas Fouquet. Colbert fait des jetons, et même d'ailleurs un fort bel ensemble de jetons. Il n'a pas été moins jetonnier que Fouquet. Il n'a pas été moins dispendieux que Fouquet sur ce terrain-là. Et bien sûr, on peut parler aussi de l'homologue de Fouquet, qui est Abel Servien, puisque je vous rappelle que la surintendance des finances à l'époque, elle est double. Elle est partie, on ne va pas revenir sur les fonctions de chacun. Et paradoxalement, eh bien, nous n'avons pas de jetons avérés, datés, de la surintendance de Nicolas Fouquet. Ce qui est quand même le paradoxe. Alors, la surintendance, et puis précédemment, vous nous montriez le petit Castellan de Castille. Alors, le milieu familial dans tout ça. Oui, alors exactement. Ça, le milieu familial a une grande importance. Si on prend, par exemple, si on considère l'ascendance du côté de Fouquet, on a des traces de jetons et du côté de François IV et du côté de Marie de Maupeou. D'ailleurs, François IV, et je vous montre un nouvel outillage conservé dans la collection de la Manette de Paris, donc outillage de François IV, donc qui était conseiller ordinaire, conseiller d'État en service ordinaire. Donc ça, c'était une dignité qui est intéressante parce que c'était une dignité qui l'autorisait à porter le qualificatif de chevalier, d'où les armes lambrequinées que vous voyez sur les armoiries à l'écureuil. Alors ça, les armoiries au lambrequin sont tout à fait traditionnelles sur les jetons de chevalier. On les a beaucoup chez les échevins, les jetons des mères, par exemple. Si vous prenez du côté de Marie de Maupeou, on a un jeton avéré de Gilles de Maupeou, donc son père, qui lui était conseiller d'État et intendant des finances. Donc là encore, jeton du côté de la famille. Donc de ce côté-ci, en ascendance, on a en verticalité, on a des jetons. Si on considère les alliances maintenant, si vous prenez du côté de Louise Fourchet, donc sa première épouse avec qui donc il s'est marié en janvier 1640, bon, elle était fille de Mathieu Fourchet qui était conseiller au Parlement de Bretagne. Alors le Parlement de Bretagne, grand émetteur de jetons. Elle était la petite fille de Jean Fourchet qui était maître des comptes, donc petite fille, donc ça nous ramène fin 16e, donc avec un usage encore comptable du jeton. Lui était maître des comptes de la Chambre des comptes de Bretagne et il était maire de Nantes, et on sait que la ville de Nantes a émis beaucoup de jetons comme elle le fait depuis 1574. Donc là, clairement, nous avons une fois encore quelque chose qui semble assez clair dans cet environnement jetonnier avec son premier mariage, et puis comme on l'a vu tout à l'heure, avec Marie-Madeleine, des jetons, alors des jetons qu'elle frappe en binôme, donc binominaux avec elle et son mari, mais des jetons qu'elle frappe personnellement, et quand vous reprenez l'ascendance de Marie-Madeleine, vous vous rendez compte que François de Castille a frappé jeton. Vous vous rendez compte aussi que son cousin Nicolas Janin de Castille, dont la Manette de Paris d'ailleurs possède un très beau jeton, et qui était trésorier de l'épargne, lui aussi a frappé jeton. Donc ça fait quand même un faisceau de pratiques, d'habitudes, on pourrait presque dire de traditions, qui tous convergent vers Nicolas. Donc de fait, on s'étonne moyennement qu'il se soit si facilement adonné à cette pratique jetonnière. La seule chose, c'est pourquoi tel jeton à telle date, c'est là où on a du travail à faire en archives. Alors je crois que vous nous avez un tout petit peu perdu sur le nombre d'outillages. Vous nous aviez parlé au départ de 8 outillages, et je crois que nous n'en conservons que 6. On n'en a vu que 6. Alors, serait-ce de la publicité mensongère de ma part? Alors, je ne sais pas. Alors, il va peut-être y avoir les jetons de la fratrie, car nous avons oublié les frères.
il y a du côté ascendant, mais il y a aussi du côté latéral. Alors, vous allez avoir, donc il y en a trois. Il y a 3 frères qui ont frappé jetons, donc de manière avérée, avec des outillages conservés ou des jetons conservés. Il y a bien sûr François V Fouquet, donc qui était le frère aîné de Nicolas. Alors de lui, on connaît un jeton daté de 1654, encore une fois, dont le grand intérêt est de mentionner à l'avers, qui correspond d'ailleurs à l'outillage que voici, bon voilà, le 7e qui nous manquait, ces titres d'évêque et de comte d'Agde, donc, dont on a parlé avec messieurs Petit-Fils et Dessert lors des premières conférences. 1654, alors en plus, c'est un jeton qui peut un petit peu surprendre parce que à cette date-là, François a déjà acheté l'office de conseiller au Grand Conseil, donc on est en 1632. Pire, il a changé ensuite pour celui de conseiller au Parlement de Paris. Quant à son titre de comte-évêque, il l'a obtenu par permutation avec l'évêché de Bayonne en 1643. Donc, on a beaucoup de jetons de Nicolas datés de 1654. On a le jeton de François V qui est daté de 1654 aussi. On a d'autres jetons familiaux qui sont datés de 1654. Et comment vous dire, c'est quelque chose qui peut paraître un peu, disons, un petit peu surprenant en fait de prime abord. Mais on va peut-être y revenir. Je voudrais montrer voilà, le jeton de Louis Fouquet, un nos frères puinés de Nicolas Fouquet. Là encore, alors avec beaucoup de mariages de coins, parce que en fait, ce qui se passe, et on va bien le voir ici, c'est que là nous retrouvons un outillage donc d'Avers qui est clairement nommé au nom de Louis, mais on peut très bien, et il était souvent associé à des jetons comme celui que vous voyez là, avec le revers qui lui est au nom de Nicolas. Alors, si vous voulez, la question de 1654, c'est une question qui est vraiment importante, parce qu'elle est quasiment le point commun de la plupart des jetons, même ceux qui sont peut-être non datés. Et ce que l'on sait, c'est que 1654, c'est la date à laquelle Nicolas Fouquet fait valoir officiellement l'achat de la seigneurie des Neuf-Moulins, donc à côté de Durtal, donc en Maine et en Anjou, qui était la base de la légitimité, de la prétendue noblesse de la famille. Donc, pas mal de mystères encore qui se cachent derrière tous ces jetons et derrière tous ces outillages. Alors, pas mal de mystères, on a vu, qui s'effacent également à travers l'étude de cet objet relativement inédit, qui nous permet de faire le lien en quelque sorte entre les 2 premières conférences, celle de Jean-Christian Petit-Fils et celle de Daniel de Sarre. On a bien compris en quoi le sang de jetons pouvait constituer une libéralité, si le jeton est en or en argent. Si l'on repense à Jean-Christian Petit-Fils, qui écrit que l'or de Fouquet savait dérider les visages et gagner les cœurs. Si l'on repense à cet outillage jetonnier de Colbert, qui, vous nous l'avez dit, était un grand jetonnier également, on a une idée des complexités, des arrangements du monde des finances de l'époque. On imagine bien que tout ça n'allait pas sans heurter certaines personnes, sans heurts politiques. Bien sûr. Et puis, je ne vous cache pas, je passe sur Basile, qui est donc le 3e frère qui fait des jetons. Et quand on regarde aussi l'iconographie de certains jetons de Fouquet, qui est d'ailleurs pour certaines commune à des jetons d'institutions de l'époque, comme l'Extraordinaire des guerres ou la cavalerie légère ou autres, on se rend compte que certains messages, comme par exemple le jeton de droite, avec la justice qui piétine le mensonge, qui se dévoile, qui se démasque. Il y a toute une iconographie. Alors là, pour le coup, l'iconographie devient très très pertinente parce qu'elle concerne des jetons qui se situent dans un contexte relationnel par rapport au roi, par rapport à l'environnement général, qui jalouse Fouquet et qui jalouse ses pratiques et qui jalouse le coût que représentent ces jetons. Parce que ça, on ne l'a pas évoqué, mais on pourrait aussi parler du coût que représentent toutes ces fabrications. Ces fabrications, et une fois que les outillages sont frappés, des multiples frappes et refrappes en métaux précieux qui sont consécutives à toutes ces fabrications d'outillages menées par les graveurs. On imagine très aisément que tout ceci n'a pas non plus dû arranger la situation de Fouquet par rapport à ce faste permanent dans lequel il vivait. Et surtout qu'à la fin, dans les toutes dernières années, avant la chute et la disgrâce, on arrive à 2 voire 3 types de jetons par an, frappés par an.
Donc il faut imaginer les outillages qui sont fabriqués en amont aussi, et de ce que ça représente en termes de coût, car c'est l'outillage qui coûte le plus cher, c'est pas tant le jeton. Je ne dis pas que le jeton a contribué à faire chuter Fouquet, mais en tout cas, il y a peut-être à sa mesure contribué. Bien, merci Dominique Antérion. Merci. Nous nous réjouissons de même de découvrir votre article qui, dans l'ouvrage que nous publierons à l'issue de ces conférences, dressera un premier état de cette question assez passionnante des usages jetonniers au grand siècle. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents. Merci à l'ITECOM Art Design qui réalise les captations vidéo de l'ensemble de ces conférences que vous pourrez tous redécouvrir sur le site au moment de leur mise en ligne dans les semaines qui vont suivre. Nous vous retrouvons cette semaine encore pour une deuxième conférence consacrée à un sujet propre à cette maison, un sujet de collectionnisme autour du collectionner monnaies et médailles au grand siècle avec Thierry Sarment. Merci et bonne soirée.